cher imam, chères autorités de la communauté islamique, chers membres du bureau provisoire de l'Union islamique du Bénin, merci d'avoir répondu présent à mon invitation. J'ai déjà eu l'occasion et le plaisir de rencontrer certains d'entre vous à une occasion bien particulière il n'y a pas longtemps. Et j'ai pu mesurer à cette occasion votre niveau de patriotisme et votre attachement à la quiétude et à la paix dans notre pays. C'est pour cela que, à nouveau, je suis heureux de vous rencontrer, de rencontrer le bureau provisoire de l'Union islamique du Bénin dans son ensemble. Et permettez-moi de vous dire merci. J'ai souhaité cette rencontre pour faire un peu le point de la situation dans laquelle nous sommes avec vous. Et à certaines occasions, il est bien de rencontrer d'autres autorités de la cité qui, au quotidien, agissent pour le bien-être des citoyens, qui, au quotidien, agissent pour la paix, qui, au quotidien, agissent pour la concorde, pour une bonne ambiance dans la cité. D'autant que la vie ensemble en communauté est de la responsabilité de nous tous, et surtout de la responsabilité de ceux qui ont certains rôles, ceux qui ont certaines prérogatives. C'est bien pour ça que j'ai souhaité vous rencontrer, à nouveau pour vous parler un peu, pour vous expliquer un peu les motivations, le bien fondé, les raisons de nos actions qui parfois paraissent avoir un caractère un peu forcé et qui peuvent souvent vous interpeller, vous préoccuper. D'autant que cela génère par moments certaines tensions sociales. Donc je n'ai pas voulu attendre que ce soit vous qui m'interpelliez. J'ai voulu donc vous rencontrer et je suis heureux de vous avoir tous, parce que tous présents, et de me donner l'occasion de pouvoir échanger un peu avec vous, de parler du pays, parler de ce que nous faisons, de ce qui nous motive, de ce que j'attends de vous. Je n'ai pas de doute que vous saurez me donner les conseils qu'il faut, nous donner les conseils qu'il faut, nous accompagner dans notre mission difficile, nous accompagner aussi bien par vos prières que par vos conseils, afin que ce à quoi nous aspirons tous, mieux vivre, que cela puisse, à défaut d'être immédiat, que nous puissions avoir l'espoir que nous pourrons l'atteindre. Excellence, Monsieur le Président, nous vous remercions de nous avoir reçus. Nous, c'est une délégation du Bureau provisoire exécutif national. Le Bureau exécutif national est composé de 26 membres qui sont des représentants de tous les départements de notre pays. Et nous sommes l'Union islamique du Bénin, qui est la fêtière au fait de toute la communauté musulmane. Aujourd'hui,
Comme vous le savez, l'Union islamique du Bénin se porte bien. Mais il y a quelques moments, nous avons connu des moments de crise, ce qui a donné naissance à la création de ce bureau qui est chargé essentiellement de faire des réformes et revoir les textes qui régissent toute la communauté musulmane. Vous avez devant vous ici une délégation de 11 personnes conduite par le président Asifatou Hamza, qui est le président du bureau exécutif national. Il est l'imam de la mosquée centrale de la ville de Porto Novo. Nous avons, comme vous l'avez souhaité dans votre petite introduction, un petit mot qui sera présenté par le premier vice-président, si vous le permettez. Bien sûr, merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qu'il me soit permis de vous exprimer d'entrée la déférente gratitude de toute la communauté musulmane du Bénin pour cette audience que vous nous accordez ce jour, jeudi 22 février 2018, cette fois-ci à votre demande. En effet, il y a un an, au cours de ce mois, en ces mêmes lieux solennels du Palais de la République du Bénin, c'était à notre demande que nous avons été reçus. Et par la grâce de Dieu, certaines de nos doléances ont trouvé satisfaction. Qu'Allah vous en soit reconnaissant. Amen. Aussi avons-nous la conviction qu'en venant à votre rencontre ce jour, en cette période critique de notre pays, que vous saurez encore une fois, par la grâce de Dieu, calmer le jeu en bon père de famille. Afin que toutes les forces productives ou non de la richesse de notre pays retournent dans la sérénité en leurs différents postes de combat et avec la claire conscience que notre patrimoine commun qu'est le Bénin est un pays de dialogue et de compréhension, un pays de tolérance et de fraternité. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous remercions et vous félicitons beaucoup pour tous les efforts que vous déployez nuit et jour pour faire amorcer le développement de notre pays. Comme vous l'aviez dit une fois dans cette salle, il serait inconcevable qu'un chef d'État puisse ne pas vouloir le bien-être du peuple qu'il a élu à sa tête. Alors, Monsieur le Président, jusque-là, vous n'avez accompli que votre devoir en tant que père de la nation, premier garant et responsable de sa mission. Même si cela suscite par endroit ou par moment des mécontentements, ce sont les risques du métier. Car quoi qu'en soit, la compétence et la bienveillance d'un dirigeant ou d'un chef d'État, il lui serait impossible d'obtenir l'agrément et le consentement de tout son peuple à la fois. Ceci relève de la nature humaine. À présent, c'est à nous, leaders religieux, d'accomplir notre part de responsabilité. Comme l'a stipulé un enseignement prophétique qui dit qu'il existe deux types de personnes dans la société. Quand ils sont bons, leur peuple est bon. Mais quand ils sont mauvais, leur peuple sera livré à la misère, que Dieu nous en épargne. Il s'agit des gouvernants et des religieux. Donc, quand les religieux et les politiciens se rencontrent, ils ont droit à la vérité et à la sincérité.
car Dieu les a placés au devant de la scène de quiétude et de l'abondance de leur peuple. Alors, selon les principes islamiques, nous, communauté musulmane, avons le devoir d'obéir et de suivre aux ordres de notre Seigneur Allah et à ceux de notre illustre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, et enfin respecter les décisions et lois de ceux qui détiennent le pouvoir parmi nous, appelés gouvernement ou État, sans désobéir à notre Seigneur. À cet effet, un bon musulman ne doit pas critiquer ses dirigeants, surtout quand c'est en public, mais plutôt doit prier pour eux, les conseiller si cela lui est permis, afin que leurs actions et leurs objectifs, qui sont sans doute pour le bonheur de la nation, se réalisent et se concrétisent. Excellence, Monsieur le Président de la République, conformément aux prescriptions de notre saint et noble Coran, il ne nous convient pas de conseiller un dirigeant en public, à plus forte raison un chef d'État. Raison pour laquelle nous, membres du Bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin, avons consigné dans ce document les différentes plaintes et doléances exprimées par nos concitoyens, dont l'écho vous parvient assurément à chaque instant, et que nous avions relevées, suivies de quelques propositions que nous espérons vous être utiles dans la résolution de la situation que traverse notre pays. Pour finir, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous souhaiterions mettre en place, avec votre permission, un comité de conseil au niveau de chaque confession ou une plateforme impliquant, regroupant toutes les confessions religieuses et à laquelle vous voudrez bien accorder, Monsieur le Président, quelques moments de concertation tête à tête sans médias, pour discuter des questions liées plus à la société qu'à la politique, afin que vous puissiez réussir votre mission en toute facilité et en toute quiétude, comme nous vous l'aurions souhaité. Nous vous souhaitons, Excellence, Monsieur le Président de la République, une robuste santé, une clairvoyance divine dans toutes vos différentes actions qui vont donner satisfaction aux attentes de la population, et d'abondantes opportunités qui feront développer notre cher et beau pays, le Bénin. Nous vous remercions, Monsieur le Président de la République, de votre aimable et attentive écoute. Vive le Bénin, vive le gouvernement. Monsieur le vice-président, cher imam, je vous ai écouté avec attention et bonheur. Et la pertinence, la clarté de vos propos, votre éloquence traduit abondamment ce que je comptais vous dire, ce que je comptais solliciter. Et je vais sûrement, donc avec beaucoup de peine, devoir donner un retour à votre message. Mais d'ores et déjà, je sollicite votre tolérance pour répéter parfois ce que j'ai déjà entendu. Mais courtoisie oblige, il faut bien que je vous réponde. En ce qui concerne l'Union islamiste du Bénin, mon souhait est que les organes définitifs soient mis en place et que nous ne soyons plus dans une situation de transition, puisqu'actuellement, c'est un bureau transitoire qui est en place. Il serait bien que nous puissions avoir un interlocuteur qui dispose de toute la légitimité dans le temps. Et cela concourt pour nous d'une dynamique
de concertation au sein de la cité. Vous avez évoqué tout à l'heure le bien que ferait au Bénin la mise en place d'un cadre de concertation, soit confession par confession, ou bien une plateforme qui regrouperait l'ensemble des confessions religieuses. Nous allons évoquer la question dans un cadre beaucoup plus calme, plus serein, avec le ministre de l'Intérieur, moi-même, le ministre d'État, afin que, assez rapidement, nous puissions mettre en place cette dynamique. C'est déjà la démarche qui est la nôtre. Et c'est bien la raison de notre rencontre de cet après-midi. Merci donc pour partager avec nous cette volonté. Et je voudrais vous rassurer que cela se fera donc assez rapidement. Mon intérêt est donc de pouvoir échanger avec vous sur la situation sociale. Vous êtes, en tant que citoyen, concerné par tout ce qui concourt à la vie ensemble. Et ces derniers temps, je sais que, comme d'autres, vous avez quelques craintes, quelques préoccupations. Est-ce que les choses vont se calmer? Est-ce que cette tension va s'apaiser? Est-ce que les choses vont s'envenimer? Sachez, chers imams, que cette préoccupation est également dans notre quotidien, dans notre action, même si ce sont nos actions, nos réformes qui suscitent tant de remous. Mais comme j'ai eu déjà le dit et j'aime bien le répéter, il n'y a pas de réforme qui ne suscite aucun remous. Quand on aime sa maison, on s'emploie à la nettoyer. On s'efforce à la balayer. On fait tout, malgré tout, en dépit des difficultés, des gênes que ça peut causer pour les uns et les autres, qui vont devoir se déplacer, qui vont devoir également mettre la main à la pâte. On fait tout pour que la maison soit belle, pour que la vie soit agréable dans la maison. C'est celui qui n'aime pas sa maison qui ne se préoccupe pas de son état. Et c'est bien le sens de ce que nous nous efforçons de faire chaque jour. C'est de cela que je voulais vous donner une certaine assurance que nous sommes de bonne foi, que nous sommes animés de bonnes intentions, que nous réfléchissons chaque jour pour trouver les voies et moyens pour changer l'ordre des choses. Les dirigeants que vous avez élus, à qui vous avez confié de conduire la cité pendant un temps, n'ont pas vocation à changer chaque Béninois en un être parfait. Non, nous n'avons pas cette prétention. La vocation qui est la nôtre, c'est d'œuvrer à ce que le comportement de chacun ne soit pas préjudiciable à la vie en commun. Notre souci, c'est de trouver les règles qui favorisent une bonne vie en communauté et l'émergence des valeurs, des talents, le partage, la création et le partage équitable du bien, des richesses que ensemble nous produisons. Il y a quelque chose que j'ai déjà pris l'habitude de dire et que je voudrais répéter devant vous. Notre rôle est de bien gérer ce que la nation nous a confié pour l'intérêt général. Notre rôle est de gérer en bon père de famille le peu de choses que nous partageons ensemble. La richesse qu'il convient de convoiter, c'est la valeur qu'il y a en chacun de nous. Ce qui devrait pour nous être de la richesse
c'est la valeur de chacun d'entre nous, mais au service de nous tous, de la communauté tout entière. C'est pour ça, cher imam, que quand nous constatons, ou bien quand nous faisons le constat aujourd'hui, de manière certaine, qu'après avoir été les uns et les autres collectivement responsables de l'état de notre nation, parce que ce ne sont pas les étrangers qui sont responsables de ce que nous sommes, de l'état dans lequel est le pays. Surtout pour ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont été dans le pays, ceux qui ont été visibles, ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont joué un rôle économique, politique, social, religieux. Donc, quand on a pu être responsable, co-responsable de la situation dans laquelle nous sommes, et qu'on a l'avantage, qu'on a l'opportunité, qu'on a la grâce d'être là où on peut agir pour réparer, pour corriger, pour changer, ce ne serait pas bien de s'en priver. Il ne serait pas bien d'y renoncer pour le confort de soi. Je suis dans une fonction de tout honneur. J'ai une fonction dans laquelle, au passage, on m'adresse des signes de déférence. Au passage, on m'adresse des signes d'amitié, de reconnaissance pour la fonction. Je suis dans une fonction à laquelle on a le confort qui relève des attributs de la fonction. On peut être tenté de s'en contenter pendant les 5 ans dont on dispose et n'en être qu'un jouisseur. Mais on peut chercher aussi à avoir le mérite du succès plutôt que l'avantage des honneurs. Au risque donc de récolter pour l'heure des insultes, de la critique, des railleries. Parce que la nature humaine est ainsi faite, ce n'est pas seulement les Béninois qui sont impatients, l'homme est impatient. Donc, à défaut de ne pouvoir apporter des solutions immédiates aux problèmes, ne dérangez personne. Ne rien faire pour susciter de l'animosité. Et finir son mandat, à défaut d'être applaudi, mais ne pas être insulté. Moi, je n'ai pas choisi d'agir ainsi. Mon expérience personnelle m'a révélé combien il est possible, combien il est certain de changer son sort. Combien on peut partir de rien et avec l'effort, l'endurance, le temps, on peut sortir de la pauvreté. Mon expérience m'a montré qu'on n'a pas besoin d'être un génie pour trouver sa place, pour améliorer son sort, du moins matériel. Et j'ai dit aux Béninois pendant que j'étais
faisais de la campagne. J'ai dit aux Béninois, à ceux qui m'ont écouté pendant la campagne, que je sais comment trouver la fortune. Que je sais comment agir pour trouver le bien-être matériel. Ce qui est important pour nous tous. Et c'est d'ailleurs ce que le peuple attend de nous, de l'emploi. De quoi vivre, de quoi satisfaire les besoins essentiels, de santé, d'éducation, de mobilité, d'abri. Mais je n'ai jamais dit que j'avais une baguette magique et que, avec une incantation, notre sort allait changer du jour au lendemain. J'ai dit que je connaissais le chemin par lequel on peut passer pour améliorer nos conditions de vie. Alors je suis étonné que les gens ne veuillent pas me laisser le temps de nous donner la preuve. Nous sommes un pays qui n'a de ressources financières que ce que l'État collecte comme droits de douane, la TVA, les impôts sur l'ensemble des citoyens. Les seuls revenus de l'État proviennent des impôts directs ou indirects. Et il faut pouvoir les utiliser, une partie, pour satisfaire les obligations de l'État, de salaire, de fonctionnement, et utiliser l'autre pour créer les conditions d'épanouissement, de développement de chacun à travers les infrastructures, l'école, la santé, toutes sortes d'infrastructures nécessaires au développement des activités de chacun. Mais, et tout le monde le sait, le constat est que le peu de ressources que nous avons, comme nous sommes pauvres et que nous ne parvenons pas, pour la plupart, à satisfaire tous nos besoins, le peu de ressources qu'il y a, nous le gaspillons en le partageant en quelques-uns, au détriment donc de la partie qu'on peut réserver à l'investissement. Nous payons des fonctionnaires. L'État, à votre nom, au nom des citoyens, sur l'impôt qu'on collecte sur vous, sur la douane que vous payez sur tout ce que vous mangez chaque jour, tout ce que vous apportez chaque jour comme habits, comme chapeau, comme chaussures, vous payez la douane, la TVA dessus. Tout ce que nous collectons donc à partir de tout cela et qui doivent servir donc à ce que je viens de décrire, nous les utilisons donc pour payer les salaires des gens. Mais au-delà des salaires, une bonne partie est encore distribuée dans des primes de toutes sortes. Illégitimement, indûment. Certes, ça améliore le revenu au quotidien ou mensuel des gens. Mais quand quelqu'un est payé pour travailler de 8h à midi, puis de 15h à 18h30, et que pendant qu'il travaille dans ces mêmes tranches horaires pour les salaires qui sont fixés, et on trouve les moyens de payer encore des primes, et qu'on mette fin à ça, parce qu'on dit que ces primes, si c'est économisé, ça va servir à autre chose. Est-ce que c'est un péché? Je vais rencontrer samedi des propriétaires des domaines affectés par l'aéroport de Glodjibé, puisque nous allons faire le nouvel aéroport
à Glodjigbe et certains propriétaires ont été expropriés de leur terrain contre dédommagement. Vous avez tous suivi comment les gens se sont révoltés quand on a publié les taux d'indemnisation. Qui doit être indemnisé, à combien? Puis on a vu des révoltes, des gens sont sortis, ont manifesté sur la voie, ont brûlé des pneus. Ce qui est rentré dans nos habitudes. Nous avons commencé à les payer, mais je les rencontre samedi. Je souhaiterais que vous puissiez m'écouter ce que je vais leur dire. Parce que je vais leur faire toucher du doigt les dysfonctionnements qui aggravent notre situation globale, collective. La commission interministérielle qui a été mise en place, qui existe dans sa structure, donc qui, à l'occasion de l'évaluation des indemnités à payer aux gens, la commission interministérielle qui a été mise en place pour recenser les propriétaires, leur foncier, leur domaine, leurs parcelles, les constructions qui assurent ces parcelles, et donc évaluer ce que l'État doit payer à ceux-ci pour les indemniser, a déposé un rapport qui évalue le montant à payer à 77 milliards. Or, quand nous allons au crédit pour faire des investissements, ce genre de dépenses, on ne nous prête pas de l'argent pour ça. On nous dit, c'est vous-même, débrouillez-vous, faites l'effort vous-même, vous et vos concitoyens, parce que c'est votre intérêt, le bien qu'on veut financer, c'est pour vous. On ne nous prête pas de l'argent pour payer ce genre de choses. Où est-ce qu'on peut trouver 77 milliards pour dédommager, même si c'est 1 millier de personnes, et pouvoir un jour mobiliser les ressources pour construire cet aéroport? Ça veut dire que ce dossier rangé, comme depuis 10, 15, 20 ans, on n'a jamais pu le faire, on ne le fera jamais non plus. Pas parce qu'on n'a pas l'intention, pas parce qu'on n'a pas trouvé le financement, parce que la malveillance, les dysfonctionnements de notre pays ont conduit des gens à faire une évaluation fantaisiste, intéressés pour eux-mêmes, à proposer quelque chose qui n'est pas à notre portée. Et si on ne peut pas trouver ce montant, s'ils ne vont pas trouver leur part, eh bien, il n'y aura pas d'aéroport. On fait quoi dans ces conditions quand on sait bien que cet aéroport va développer Glodjigbe, va développer le Bénin, va développer le tourisme au Bénin, puisque nous avons un programme important de tourisme. Nous avons dit que le tourisme peut créer beaucoup d'emplois. Et ça, comme je l'ai promis à mes concitoyens, je le sais. Je sais que ce secteur peut créer de la richesse et de l'emploi au Bénin. Et je fais ce pari. On a fait des études depuis que nous sommes là. Nous avons besoin de beaucoup d'argent pour investir, pour donner de la valeur à notre patrimoine mémoriel, notre histoire. Ce que le Bénin a été dans le monde jadis, le temps de l'esclavage. C'est un passé douloureux, mais c'est la mémoire de l'humanité. Et ça, nous pouvons en faire désormais un bien vendable, commercialisable. Un peu comme on voit des milliers de touristes aller à Gorée, au Sénégal, alors que Ouidah est plus important dans la mémoire de cet événement malheureux de l'histoire de l'homme. Ouidah est plus important, contient plus de charges émotionnelles, a des vestiges. Ouidah seul comporte 3 forts différents, le fort portugais, le fort français, le fort anglais. Donc si on a les moyens, on trouve l'argent qu'il faut pour ressortir de terre ces vestiges du passé, nous allons pouvoir en faire un bien touristique. Si nous parvenons
à réhabiliter l'agglomération, la zone, la mosquée mythique de Porto Novo, qui traduit notre passé, qui révèle la beauté de notre patrimoine, ce patrimoine religieux qui traduit un certain chemin que nous avons parcouru. Si nous parvenons à faire des arènes pour les parades culturelles de nos religions endogènes, sans faire l'apologie d'une religion quelconque, sans faire la promotion du vaudou, mais puisque nos aïeux, nos parents, et même certains de nos concitoyens continuent de perpétuer cette croyance, cette tradition, et une tradition qui a véhiculé un art, un savoir-faire, des chorégraphies, des choses belles, magnifiques, que le monde peut découvrir autrement. Si nous parvenons à le faire, à les mettre au goût de l'offre touristique moderne, nous pouvons attirer des touristes qui vont venir voir. Un peu comme nous allons à Bali pour voir les temples des hindouistes, alors qu'on n'est pas hindouiste. Parce que ces temples-là sont jolis, bien décorés, artistiquement. Nous allons regarder la crémation des morts, par curiosité, à Bali. Et il y a des millions de touristes qui vont pour ça. Si le monde est à la quête de ce genre de choses, si les gens peuvent perdre de l'argent pour aller voir ces curiosités, si nous en avons nous aussi, vendons-les. Vendons-les. Donc, agissons pour offrir au monde entier ce que les gens cherchent à courir le monde pour voir des choses qui sont hors de leur quotidien. L'histoire de nos rois, nos palais. Si nous parvenons à les réhabiliter, on trouve l'argent pour les réhabiliter, nous allons créer un patrimoine culturel, touristique, extraordinaire, qu'aucun pays d'Afrique n'a. Le Bénin est le pays qui a le plus de patrimoine touristique. Quel pays d'Afrique a Gambier? Si nous trouvons l'argent qu'il faut pour améliorer les conditions de vie des gens de Gambier, nous allons faire de Gambier un bien touristique. Il faut de l'argent. Il y a Pandjari, bref, j'ai souvent parlé de ça. J'aime bien le répéter parce que je sais que c'est une mine d'or. Mais il faut beaucoup d'argent pour faire ça. Et pour le faire, il faut l'aéroport, il faut des routes, il faut la santé, il faut des centres de santé, il faut améliorer notre plateau technique de nos structures sanitaires. Et pendant ce temps, dans ce programme qui implique l'aéroport de Glodjigbe, des fonctionnaires veulent nous empêcher pour leur intérêt personnel. Parce que dans les 77 milliards, ils vont en avoir peut-être la moitié ou peut-être plus que ça. J'ai dit, on a regardé, nous sommes réunis en commission. On a regardé, moi-même je me suis mêlé à la chose et nous avons dit, c'est pas possible. Ces prix qui ont été indiqués ne sont pas réalistes pour ce que nous sommes, pour la zone que nous connaissons. Les évaluations sont fantaisistes. Nous avons repris le travail. Dans nos indications, nous sommes arrivés à environ 9 milliards. Nous l'avons affiché, nous avons dit, c'est ce que nous avons à payer et nous savons que c'est juste. Et les gens seront dédommagés pour ceux qui ont droit en fonction de ce qu'il convient de payer. Nous avons entamé les paiements. Les gens sont heureux. Les vrais propriétaires sont contents et nous confessent qu'ils sont héritiers. Ils n'ont jamais pensé qu'ils pouvaient devenir millionnaires en cédant quelques parcelles qui vont leur permettre d'aller construire des maisons ailleurs et d'avoir un solde pour faire une activité. Ceux qui ont acheté des terrains là, il y a quelques années, à un certain montant, revendent cela aujourd'hui, sont dédommagés à un montant supérieur et font de la plus-value. C'est ceux qui, il y a quelques mois, quelques années, depuis que nous avons déclaré la zone
d'utilité publique et que depuis 2 ans, ils savent qu'on veut construire un aéroport, ceux-là qui sont dépêchés d'acheter des terrains pour faire de la spéculation, qui espèrent multiplier par 10, par 20 le prix d'achat, d'acquisition, c'est eux qui sont ceux qui ne vont pas trouver leur compte parce que leur calcul n'est pas le même que ceux qui sont les véritables victimes, si on peut le dire, de cet aéroport qui viendra se construire sur leur domaine. Et nous avons dit, nous ne laisserons plus faire ce genre de choses. Pour un rien, on se lève, on brûle la chaussée. Et souvent, à tort. Cher imam, c'est cela, ce à quoi nous sommes confrontés chaque jour. Nous avons le même problème dans la Pandjari, il y a quelques jours, où nous sommes en train d'investir des milliards, ce que personne n'a jamais fait au Bénin depuis que le Bénin existe. Mais cela bouscule des habitudes. C'est vrai, les gens ont l'habitude de faire la chasse à la battue dans la zone. Et bien qu'une loi l'interdise depuis très longtemps, on la laisse faire. Puis maintenant, on dit que ce n'est plus possible parce que ce bien est en danger à cause de votre activité traditionnelle, certes, mais depuis longtemps illégale. Et puis, ceux qui font du braconnage ont vu qu'on a mis fin au braconnage et ils attendaient au tournant. Tout cela, avec les intérêts d'acteurs politiques qui ne trouvent pas leur compte, se mettent donc ensemble et déclenchent un mouvement de révolte il y a quelques jours avec la dégradation des biens communs, en mettant même à danger la vie des personnes, y compris le commissaire de Tanguita. Nous avons envoyé les ministres, les députés sur les lieux, leur parler, apaiser. Mais de plus en plus, nous devrons agir pour ne plus permettre ce genre de choses qui ne sont pas dignes de nous. Mais Pandjari restera un patrimoine de valeur pour nous malgré tout, parce que ça va nous permettre, nous tous au Bénin, de gagner de l'argent, de créer des emplois. Le touriste qui veut aller, les milliers de touristes. Et depuis quelques mois, on a constaté, le nombre de touristes a été multiplié par 2, par 3 déjà, pour le peu qu'on est en train de faire. Mais dans quelques années, ce sera des dizaines de milliers de personnes qui vont prendre un avion, qui vont atterrir à Cotonou, qui vont payer la taxe d'aéroport, qui vont traverser le Bénin, qui vont à la Pandjari, qui vont manger dans un restaurant, dormir dans des hôtels, acheter des objets d'art et contribuer à faire reculer la pauvreté chez nous parce qu'il y a quelque chose qui les intéresse, qui existe chez nous. Et cette chose-là, nous allons la mettre en valeur. J'ai entendu dire que nous avons fait des budgets de 2000 milliards et que, où est-ce qu'on voit ça? Quelles sont les routes qu'on voit? Combien chacun trouve dans ces 2000 milliards? Et que c'est le président et ses amis qui mettent les 2000 milliards en poche. C'est vrai que le budget que nous avons fait est un budget ambitieux, parce qu'il permet d'abord de payer les dettes qu'on nous a laissées. Il permet de payer les arriérés aux travailleurs, que depuis 5-10 ans on ne payait pas, des engagements que les gens ont pris, qui n'ont pas honorés, que nous avons honorés pour donner aux gens au moins ce à quoi ils ont droit. Même s'ils ne sont pas capables de donner ce qu'ils revendiquent de plus, ce qu'ils réclament de plus, on n'a pas les moyens, mais au moins ce qu'on doit aux gens, il faut les payer. Nous payons ces choses-là. Puis nous travaillons à ce que je viens de vous citer. Aéroports, des routes sont en construction. Nous faisons de l'eau. Nous avons démarré des programmes d'eau un peu partout. Ce n'est pas du jour au lendemain que nous allons finir
de donner de l'eau aux 55% de qui restent, qui n'ont pas d'eau potable. Nous avons démarré toutes ces choses-là. L'électricité. Mais c'est beaucoup d'argent sur ces choses-là qui, malheureusement, font que même ce budget, il n'est même pas suffisant. Si on pouvait davantage avoir de financement, de crédit, on serait peut-être à 3 000, 4 000 milliards de budget. Mais malheureusement, même si l'argent existe dans le monde, pour aller l'emprunter, on regarde qui vous êtes. Celui qui gagne, qui a un salaire de 100 000 francs, combien il peut aller prêter auprès des banques? Emprunter auprès des banques? Pas grand-chose. On va lui prêter peut-être 10 francs, 20 francs, parce que c'est ce qu'il peut payer ça, ce qu'il va rembourser. Parce que 100 francs, il va manger, il va se loger, il va soigner ses enfants, il peut économiser 10 francs pour payer. Donc aujourd'hui, pour aller à la dette, il n'y a plus de dons. Hein. Tous les pays du monde ont des difficultés. Aujourd'hui, les dons n'existent pratiquement plus. On nous demande, ayez une économie saine, puis allez au crédit, selon vos possibilités. Donc celui qui n'a que 100 francs et qui peut économiser 10 francs, il peut emprunter peut-être 20 francs, 30 francs, et il va payer 10 francs chaque année. Celui qui a 1000 francs, on va lui prêter peut-être lui 100 francs, 200 francs. Celui qui a 1 million, on va lui prêter davantage. Il est important que le Bénin montre que, 1, nous collectons davantage des impôts. Et c'est pour ça que nous faisons des efforts pour avoir plus de douane, plus de TVA, plus d'impôts. C'est pour ça, effectivement, que nous serrons au niveau de la douane, pour que les fraudes diminuent, pour que le Bénin rentre davantage d'argent. C'est pour ça qu'au même moment, nous faisons des économies sur les dépenses de l'État, pour montrer aux bailleurs de fonds que nous pouvons consacrer une partie au remboursement des dettes si on nous prête de l'argent. Et c'est en fonction de cela, ce qu'on appelle les critères de convergence, notre capacité, notre production nationale, notre capacité de mobilisation de ressources intérieures, nos dépenses. Est-ce que cela est compatible avec les critères qui permettent d'emprunter, d'aller au crédit, de l'argent, d'aller au crédit? C'est cela qui fait que nous serrons partout. C'est cela qui fait que nous essayons d'avoir un peu plus d'argent dans les caisses de l'État, de sorte que, après avoir payé les salaires, les fonctionnements de l'État, nous puissions consacrer une partie à l'investissement et une partie pour rembourser les dettes et montrer aux gens que s'ils nous prêtent beaucoup d'argent, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, nous allons pouvoir rembourser. Ce sont ces crédits qui nous permettent d'avoir de l'eau, de l'électricité, des routes, l'aéroport, les musées, faire Ganvier, faire investir dans la Pandjari, faire l'Internet et amener la fibre optique partout dans le pays pour que les gens puissent avoir l'Internet. Sans Internet, on ne peut plus communiquer. Et ça coûte beaucoup d'argent. Donc des choses qu'on ne voit pas. L'Internet qu'on est en train de faire dans le pays pour plus de 1000 km. Les gens ne voient pas ça. Ils n'ont pas ça dans leur assiette, c'est vrai. Mais c'est nécessaire pour que nous puissions développer le tourisme, l'agriculture, les services. C'est un travail, excusez-moi le terme, un peu ingrat. Mais si nous devons regarder l'applaudissement de nos concitoyens, nous n'allons rien faire de tout ça et notre pays restera pauvre éternellement. C'est pour ça que la situation est un peu difficile. Mais c'est pour notre bien-être de demain. Je souhaite que le ciel accorde bonne santé, longue vie à la plupart d'entre nous pour que nous commencions à voir de nos yeux les résultats de nos efforts, de nos sacrifices. Parce qu'on peut dire, oui, je veux bien faire le sacrifice, mais est-ce que je vais en bénéficier demain? Ce ne sera pas dans 20 ans. Non, ça va venir plus vite. Souhaitons que Allah nous accorde longue vie, bonne santé. Et ce sont ces choses-là que je voudrais que vous puissiez, vous aussi, expliquer à nos concitoyens qui vous écoutent avec déférence, qui vous écoutent avec attention. Ce sont ces choses-là que je voudrais que les guides disent à nos concitoyens que
le moment est arrivé pour que nous puissions, malgré notre pauvreté, faire encore plus d'efforts. Parce que ça va payer. Et que les réformes, quand on dit qu'il ne faut pas aller en grève, qu'on n'a pas grand-chose à partager, et parce qu'on n'a pas grand-chose à partager, vous allez aller en grève pour ça. Ce n'est pas notre faute. Et comme j'ai dit souvent, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, quand les médecins font grève, moi, quand je suis malade, j'ai les moyens d'utiliser votre argent pour aller me faire soigner en France. Parce que je suis président. Mon ministre, s'il est malade, l'argent que vous cotisez peut l'envoyer en France faire soigner. Mais les pauvres gens, les 11 millions de Béninois, combien d'entre eux peuvent partir en France en évacuation sanitaire? Eux, ils ont besoin que les médecins qu'on paye les soignent quand ils sont malades. Nos enfants, combien de parents ont les moyens d'envoyer leurs enfants à l'étranger? Ils font des efforts, ils sont pauvres, pourtant ils payent la douane, la TVA. Et avec ça, on paye les salaires des enseignants. Puis ils sont à la maison, parce qu'ils veulent encore un peu plus de salaire. La plupart des paysans, des ouvriers, le plus grand nombre qui cotisent, ils ont des revenus inférieurs aux revenus des enseignants. Ce qu'ils gagnent par mois, par an, est inférieur à ce qu'ils payent aux enseignants. Est-ce que c'est parce qu'ils travaillent moins? Ce n'est pas vrai. Les immédiats, ils travaillent toute la journée au soleil. Le menuisier, il travaille toute la journée. À 50 ans, il a mal au dos. Le paysan, c'est pareil, c'est même pire. Mais combien d'entre eux gagnent un revenu annuel et de même niveau que nos enseignants, nos magistrats et consorts? Nous qui sommes des privilégiés, nous pouvons parfois accepter un peu de solidarité. Et je suis bien placé aujourd'hui pour l'exiger. Parce que, bon Dieu, Allah me regarde. Il regarde son fils, à qui il a donné l'opportunité de changer un peu les choses. À qui il a donné le pouvoir de réparer aussi, de réparer un peu ce qui est inégal. La prière. Ce que je fais, c'est que nos concitoyens puissent accepter un petit peu de faire ces efforts-là. C'est que chaque fois que nous faisons quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qu'ils nous critiquent sur la méthode, je veux bien, qu'ils nous critiquent sur le manque de pédagogie, mais qu'ils ne remettent pas systématiquement en cause les efforts qu'on leur demande de faire. Et dans vos prêches, chers imams, je voudrais que vous contribuiez à changer la conscience de nos concitoyens, à changer un peu la vision de nos concitoyens, à prescrire la solidarité. La solidarité, ce n'est pas en donnant de l'argent aux mendiants qui passe. Ce n'est pas l'aumône qu'on donne aux mendiants qui... Parce que parfois nous avons une compréhension trop simpliste de ce que nous demande Dieu. J'ai beau voler, j'ai beau être riche au détriment des autres, je donne un peu d'argent en termes de charité, de monde, c'est bon, j'ai le salut. Il y a mieux à faire pour avoir le salut. Parce que l'aumône qu'on fait ne change pas la vie de celui qui reçoit l'aumône. C'est cela le péché que nous commettons chaque jour. À refuser d'agir pour changer fondamentalement, concrètement les choses. Ces derniers temps, on me reproche de ne plus autoriser beaucoup d'évacuations sanitaires. Parce que tous les ans, on envoie beaucoup de gens en France se faire soigner. Ceux qu'on envoie se faire soigner en Afrique du Sud, au Maroc, en France. Mais c'est qui? Ce sont ceux qui ont droit, surtout les fonctionnaires, les ayants droit de l'État, les ministres, les parents du président, les amis du président, les amis de mes amis,
Les parents de mes parents. Parce que ceux-là, quand ils vont faire un dossier, on demande que le président autorise. Le président regarde, ah, c'est telle personne, il faut l'évacuer. Celui qui, dans son village, ne connaît personne, n'est pas proche du pouvoir, il n'a pas de chance d'être évacué. Mais j'ai regardé ce qu'on dépense en évacuation sanitaire. C'est des dizaines de milliards pour quelques personnes. Et j'ai dit, on va réformer aussi notre modèle d'évacuation sanitaire. Il faut qu'on fasse l'effort d'améliorer les soins de santé au Bénin pour que le plus grand nombre soit soigné au Bénin. Ceux qui ont l'argent eux-mêmes, ils vont aller en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Mais notre argent, nous tous là, ça va servir à soigner le plus grand nombre. On va améliorer les soins de santé. Et il y a des gens, pour un défaut de 1000 francs CFA, vont mourir. Pendant ce temps, on dépense 20 millions, 40 millions, 50 millions, 100 millions de francs CFA parfois pour seulement soulager la douleur de certaines personnes qu'on envoie en France, aux États-Unis ou en Afrique du Sud parce qu'ils ont une maladie qu'on ne peut plus guérir. Ils ont un cancer en phase terminale. Ça fait mal, ça fait pitié parce que nous sommes tous des malades debout. Mais dépenser 50 millions de francs CFA pour le plaisir d'envoyer une évacuation à un parent, alors que 50 millions peuvent soigner et sauver 1000, 2000 personnes. Comment on peut être devant de telles réalités et rester insensible? Quand on n'est pas concerné, on n'a pas vu, il n'y a pas de problème. On fait sa vie. Mais quand dans une fonction, et on voit ça, ça interpelle ma conscience. Ça me brise le cœur. Je dis, mon Dieu, merci de m'avoir donné la chance de faire quelque chose avant de te rejoindre. Et c'est pour ça que je suis en train de réformer, vous allez l'entendre si vous ne l'avez pas encore entendu, les évacuations sanitaires. J'ai pris un prestataire unique, avec des gens que j'ai mis dedans pour dire, il faut voir les dossiers les plus urgents, plus impératifs, et faire beaucoup d'économies pour que ces économies-là aillent à l'amélioration du plateau technique, à la construction d'autres hôpitaux, parce que j'ai programmé que nous allons construire au Bénin un hôpital de référence internationale qui n'existe peut-être nulle part en Afrique de l'Ouest. Et désormais, nous allons pouvoir soigner nos ministres, moi-même, vous, les privilégiés, ceux qui ont l'argent, qui prennent l'avion, qui vont aux États-Unis, ils vont peut-être se faire soigner désormais à Cotonou. Cet hôpital va soigner également les indigents, les pauvres aussi, et nous n'aurons plus besoin d'envoyer nos malades à l'étranger. Mon programme, ça je le dis devant vous, haut et fort, dans quelques années, nous allons interdire les évacuations au Bénin. Si quelqu'un a l'argent lui-même, il va là il veut. Il y a des pays d'Afrique qui n'évacuent pas. Mais aujourd'hui, on ne peut pas l'interdire parce que notre système de santé n'est pas encore performant. Nous allons faire des économies pour améliorer notre système de soins, pour que ce soit à un niveau au moins acceptable. À partir de ce moment, nous pouvons dire, on n'évacue plus personne. Nous allons soigner tout le monde au Bénin selon nos moyens, mais que les moyens sont un peu convenables, sont acceptables. C'est ce que nous faisons chaque jour. Ce sont ces arbitrages-là que nous faisons. Ça suscite beaucoup de mécontentement. Mais c'est la preuve que nous travaillons. Jusqu'à demain, je ne cesserai pas de citer des exemples pour vous montrer combien c'est exactant. Mais difficile. Mais ce n'est pas mission impossible. La mission n'est pas impossible. Cher imam, je vous confesse le fait que parfois c'est de notre faute si nous ne sommes pas bien compris. Nous ferons désormais l'effort d'expliquer mieux. Nous ferons l'effort d'échanger avec les uns et les autres. Parfois,
nous regardons le temps s'écouler et nous disons, il faut aller vite, parce que nous sommes sûrs que nous allons faire de bons choix. Mais, malgré cette conviction, il est important que nous puissions échanger davantage. Et c'est cela que je voudrais vous promettre. Comme vous l'avez sollicité tout à l'heure, Monsieur le Vice-président, au nom de tout le bureau, que nous trouverons le cadre convenable pour échanger régulièrement sur les choix que nous opérons, sur la méthode que nous comptons utiliser pour mettre en œuvre nos projets, notre action. En espérant qu'en retour, vous saurez nous accompagner de vos conseils, de vos prières, que vous allez veiller sur nous. Parce que nous avons l'assurance que vous aimez vos fidèles, que vous voulez le bien-être du pays, donc que vous allez veiller sur ceux qui ont la charge de travailler pour le bien-être de nous tous au quotidien. Chers amis, chers imams, chers guides, j'ai la conviction que le Bénin est un pays béni. C'est cela qui motive, c'est cela qui fait que nous avons le courage d'agir, non pas baisser les bras. Nous savons qu'avec un peu d'effort, un peu de courage, un peu de persévérance, nous allons changer les choses. Si je n'avais pas cette conviction, j'aurais baissé les bras depuis. C'est pour ça que, au quotidien, vous pouvez compter sur notre détermination. En retour, je compte sur vous. Merci.